Je participe au fait que la psychanalyse reste dans le champ public, dans le champ médiatique. Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leurs rencontres et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle. Parce qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, bienvenue sur Histoire de Psy. On le sait, aujourd'hui la psychanalyse n'est plus cette approche privilégiée par les professionnels de santé pour travailler. Non seulement elle tend à être supprimée dans les divers lieux de soins, mais également à l'université, mais la psychanalyse n'est plus ce courant en vogue mis en avant par les différents médias, il y a une certaine époque déjà. Dans ce contexte, Mardi Noir apparaît comme un ovni complètement improbable au milieu des nombreuses chaînes YouTube qui apparaissent depuis quelques années déjà, mettant en avant le cerveau et le bien-être. Ceux qui l'ont découverte dans son émission Psychanalyse toi la face connaissent Mardi Noir comme quelqu'un de drôle, particulièrement doué pour parler psychanalyse tout en se maquillant. C'est Emmanuel Laurent que nous connaissons moins et qui a bien voulu partager son parcours et ses rencontres. Parce qu'au-delà de ce personnage médiatique de Mardi Noir qu'elle affectionne autant que nous, ce qui lui importe surtout est de pouvoir être une possible adresse pour les autres. En témoignent d'ailleurs les nombreux mails qu'elle reçoit toujours. Emmanuel Laurent est donc cette psychologue clinicienne, psychanalyste, qui a osé s'engager et prendre la parole dans le champ public et médiatique, tout en affirmant une chose essentielle. Il n'était pas question pour elle de vouloir faire apprendre des choses aux autres, mais plutôt de trouver ce qui pouvait l'animer elle dans le fait d'allier deux passions, la psychanalyse et la mise en scène. Avec Mardi Noir, psychanalysez-vous donc la face. Avec Emmanuel Laurent, partez davantage à la rencontre d'une clinicienne qui, tout en soutenant l'approche psychanalytique, ne cesse de tenter d'apporter une réponse décalée à toute la douleur d'exister d'aujourd'hui. Je suis heureuse de vous rencontrer, Emmanuel Laurent. Bonjour. Merci de m'avoir invitée chez vous et puis d'avoir répondu à mon invitation. Oui. De parler de votre parcours. Surtout que moi j'ai l'impression de vous connaître déjà un peu à travers vos vidéos, vos livres aussi, et puis tout dernièrement le podcast Ça tourne par rond. Alors si vous le voulez bien, on pourrait commencer par votre présentation en quelques mots, votre nom, prénom. Oui. Je m'appelle Emmanuel Laurent, j'ai 40 ans. Je suis psychologue, j'espère psychanalyste aujourd'hui. Et effectivement, j'anime le podcast Ça tourne par rond et la chronique écrite du même nom sur Slate. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre Depuis une année, c'est ça Le podcast, ça fait 1 an et la chronique écrite, ça fait 2 ans et demi. Mais alors, on peut peut-être commencer par le commencement. Oui. Quelle est la première fois où vous avez entendu parler de psychologie ou de psychanalyse ? En tout cas, quelle est la porte d'entrée, le point de départ ? Oui, alors le point de départ, c'est un symptôme. C'est pas les études, c'est vraiment c'est symptomatique. J'ai développé une phobie à l'adolescence qui m'a pas emmenée tout de suite chez un psy. J'ai plutôt essayé de... J'étais même assez réfractaire à l'idée d'aller consulter quand j'avais 13-14 ans. Et en revanche, à l'âge de 19 ans, cette phobie a pris des proportions assez intenses. Et donc là, crise d'angoisse sur crise d'angoisse, j'ai demandé à aller... j'habitais encore chez mes parents. Et donc, j'ai dit que je voulais aller voir un psy. Et donc, j'ai trouvé un psychiatre qui était aussi psychanalyste. Donc, c'est la porte d'entrée très personnelle. Après, j'ai une mère qui a aussi fait une psychanalyse. Donc, le mot circulait déjà. Voilà, c'est quelque chose qui n'était pas tabou. Je savais que ma mère avait vu un psy pendant longtemps et que c'était quelque chose qui pouvait se faire et qui pouvait aider.
D'accord. Ouais. Donc c'est vraiment une voie d'entrée par le symptôme et pas par des lectures ou quelque chose qui aurait traîné comme un livre de je ne sais qui, de Freud souvent, oui. à la maison. Pas du tout, parce qu'à la maison, y a pas, je pense même pas qu'on avait un livre de Freud. Ma mère a fait une psychanalyse, mais n'était pas du tout dans ce domaine. Elle travaillait comme greffière en chef à la cour d'appel de Paris. Et mon père étant banquier, or lui... complètement à côté de ces questions-là. Enfin, je pense que ça l'intéresse, mais de loin. Donc non, c'est vraiment par le symptôme que j'ai rencontré la psychanalyse. Et à partir de là, c'est le point de départ pour une idée de métier, une idée d'études ou pas encore ? Non, pas encore. Alors, j'avais quand même... parce que je suis allée voir un psy, c'était quand même après le bac. Et en effet, juste après le bac... J'étais pas à l'aise à l'idée de commencer des études. J'ai toujours, je vois que ça remonte à quand même il y a longtemps, cette idée de toujours, j'ai besoin de digérer. D'ailleurs, j'avais la phobie de vomir, donc voilà, besoin toujours de digérer un petit peu les étapes et les choses. Donc, m'engager dans des études sans trop savoir lesquelles, pourquoi, comment, ça me plaisait pas. J'avais quand même l'idée peut-être de faire de la psychologie, mais alors à ce moment-là, vraiment comme insignifiant, un peu tombé de nulle part. Il n'y avait pas le... Je savais même pas trop quoi en penser. Je crois que j'étais allée quand même à des journées de présentation à Sancier. Mais ça m'avait... non, j'étais à côté. Ça m'avait pas parlé. Et c'est bien plus tard que l'idée de faire des études supérieures est venue. Je dirais... quand, durant cette première tranche de psychothérapie qui s'est transformée en analyse, il y a quelque chose qui s'est un peu libéré du côté symptôme et qui a laissé la place à autre chose, quoi, au désir, à l'envie j'avais plus de temps pour moi, plutôt que... J'ai arrêté de faire des crises d'angoisse tous les jours, donc j'avais un peu plus de temps. Ça permet peut-être de s'engager aussi dans des études. C'est ça. Et alors, c'était dans quelle université ? Et c'était à Paris 7, donc Diderot. Donc, un choix très psychanalytique. Oui. Alors là, par contre, je m'étais mis en tête que ce serait cette fac-là et pas une autre. Pourquoi ça ? Parce que je voulais déjà rester à Paris. Et que il me semblait que c'était la fac la plus simple pour faire un cursus diplômant, c'est-à-dire de psychologie clinique. Parce que j'avais entendu parler qu'il y avait un cursus psychanalytique à Paris 8, mais qui est pas, où on ne devient pas psychologue. Donc, faire psychologie clinique à Paris 8, j'avais pas l'impression que c'était si psychanalytique que ça, si on n'était pas dans le cursus purement psychanalyse. Et Paris 7, c'était vraiment la fac qui était réputée, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais où dès la première année de licence, on abordait les choses avec les théories freudiennes et très vite lacaniennes. Comment se sont passées ces études alors justement C'était très orienté analytique. Oui. Vous saviez qu'il y avait d'autres courants ? Ah oui, j'étais en fait, quand même, avant d'engager les études, par le fait même que j'allais voir un psychanalyste, ça a quand même commencé à m'intéresser, même si je faisais pas de lecture, je lisais pas Freud, encore moins Lacan, mais j'ai rencontré une amie qui est toujours une très très bonne amie, qui elle... en fait, a terminé ses études de psychologue clinicienne à peu près au moment où moi je les ai commencées, mais donc je la connaissais depuis quelques années et je remarquais que j'aimais beaucoup parler avec elle de psychologie, de psychanalyse. Et donc, j'avais déjà l'idée de qu'est-ce qu'était le comportementalisme ou autre. D'ailleurs, je suis allée voir un comportementaliste pendant ma première tranche d'analyse, avec l'espoir de me débarrasser très rapidement de cette phobie qui ne cédait pas sur le moment. Et puis, j'ai fait quelques séances en parallèle de mon psychanalyste avec ce comportementaliste. Et j'en avais pas parlé à mon psychanalyste. Et en fait, je lui en ai parlé au moment où j'ai arrêté les séances avec l'autre psy. Et quand je lui en ai parlé, ce qui m'est apparu, c'est surtout... que j'avais envie de le tromper, j'avais envie de lui faire des infidélités
Et c'est ça qui a eu plus de sens dans l'analyse en tant que telle que le fait d'être allé voir un comportementaliste qui n'a eu finalement la fonction que d'être un amant très vite et conduit. Et ça, c'était avant les études alors? Ah oui, ah oui, oui. Oui. Donc vous aviez déjà eu un aperçu de différents courants, en tout cas au moins deux courants. Oui, en tout cas, je pense quand même que ça, je sais pas si c'est ma chance dans la malchance, mais quand on a un symptôme aussi prenant, qui est vraiment très envahissant, et qu'on a vraiment, moi j'ai eu quand même dans l'idée tout de suite, que c'était moi qui produisais ce symptôme. J'avais pas la phobie de vomir parce que j'avais attrapé une maladie. J'avais cette phobie parce que j'avais peur de vomir et j'avais quand même dans l'idée qu'il y avait quelque chose à découvrir de ce côté-là pour que ça s'arrange. Sauf que ça a pris quand même énormément de temps. Et il y avait des moments où c'était tellement éreintant qu'on se renseigne quand même. Je me suis renseignée sur ce qui était possible. Donc je savais qu'il y avait l'hypnose, le MDR. J'ai un moment peut-être même tout envisagé, mais avec toujours cette idée, et ça pour le coup c'était mon idée, c'est pas ce que j'ai appris. J'avais l'idée quand même qu'il y avait quelque chose dans ce symptôme qui voulait pas lâcher. C'est-à-dire que rien que de toute façon, aller voir quelqu'un pour de l'EMDR, je me disais mais ça marchera pas parce que si ça marche, mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Donc ça me faisait très peur en fait. L'idée de peut-être l'idée de lâcher le symptôme me faisait peut-être encore plus peur que de l'avoir. Même si c'était un symptôme où la peur était omniprésente. Donc il y avait cette idée-là, et puis comme si ça allait être cosmétique en fait, comme solution, que ça allait peut-être arranger les choses, mais qu'il y aurait toujours un truc que je comprendrais pas là-dedans et qu'il fallait absolument que je comprenne. Parce qu'en plus j'avais quand même eu déjà l'expérience quand la phobie a démarré à 13 ans. Elle m'a laissé un peu tranquille ensuite cette phobie pendant quelques années, et elle est revenue à 19 ans. Et donc rien que ça, de me dire, le fait que ça puisse passer de manière même peut-être un peu reprogrammative avec... oui, je pense que ça peut fonctionner, mais rien que l'idée qu'elle puisse revenir me prendre en traître, que l'inconscience vienne me dire un jour, non, en fait, c'est pas réglé, ça va revenir, mais ça, c'était... Je l'ai vécu une fois, ça a été terrifiant à 19 ans, donc c'est là que je suis allée voir un psy. Il était hors de question que... j'avais déjà l'idée qu'il fallait absolument que je me confronte à ce symptôme et que je capte d'où ça venait et pourquoi je l'avais. On ne sait jamais tout du pourquoi, du comment, mais voilà, d'avoir quand même un peu plus de billes. Et puis d'avoir peut-être une adresse à qui en parler sans que l'autre ait le désir de supprimer ce symptôme à tout prix. Oui, et effectivement, j'évitais de toute façon les thérapeutes qui auraient eu envie de me supprimer ce symptôme, parce que, en plus, oui, c'est ça, c'est que l'idée de supprimer la phobie de vomir, c'est comme si on disait à ce phobique... maintenant tu vas pouvoir vomir sans avoir peur. Et moi rien que ça, j'étais là, mais non, c'est hors de question. Il y a comme une incohérence presque ça veut dire que je vais enfin pouvoir rencontrer l'objet de la peur, mais non, c'est affreux. Oui. Donc c'est un peu plus, en tout cas, je ne sais pas si c'est débarrassé de ce symptôme, mais en tout cas un peu plus tranquille avec ce symptôme, que vous arrivez dans les études de psychologie. Oui. On peut le dire comme ça. Oui. Et là, ça vous parle, ça vous anime? Complètement. Et c'est les seuls... Parce que j'ai quand même essayé d'autres choses. J'ai travaillé, en fait, après le bac. Ça, j'ai sauté d'un travail à l'autre, mais quand même, la plupart du temps, toujours... avec, j'allais dire avec des êtres humains, c'est-à-dire plutôt des boulots d'animation avec les enfants. D'accord. Et j'ai fait aussi du théâtre, j'ai essayé plein de choses, mais rien ne tenait, ça me tenait pas. Et c'est vrai que quand je me suis engagée dans les études de psycho, je me suis pas mis la pression, mais il y avait quand même l'idée que ça, ce serait quand même bien que ça tienne. Et... non seulement ça a tenu, puisque j'ai fait les 5 années, que j'ai validé année après année, et puis effectivement, il y avait quelque chose du côté de
je n'étais plus animatrice, j'étais animée par ce que j'apprenais. Et c'est la théorie d'abord. C'est vraiment une rencontre théorique au départ, plus que clinique. D'accord. C'est-à-dire comme vraiment une rencontre avec le savoir en premier lieu. En fait, quand j'ai fait ces études, pour peut-être aussi ne pas trop me mettre la pression de savoir si j'allais les tenir ou pas, j'avais déjà un peu dans l'idée de me dire peut-être que tu ne seras pas psychologue à la fin. Mais c'était important pour moi d'aller au bout quand même et d'apprendre. En fait, j'avais envie d'apprendre des choses, mais c'était pas forcément tout de suite pour en faire un métier. D'accord. C'était déjà une rencontre avec le savoir et découvrir si je pouvais tenir cette rencontre sur les 5 ans et avoir un diplôme à la fin. Un cours vous a marqué plus que d'autres? Ou un enseignant peut-être? Oui, il y a eu plusieurs enseignants, il y a eu plusieurs cours, mais peut-être de manière un peu transversale. En tout cas, moi, c'est plus une rencontre avec un concept. Enfin, c'est en 2e année de licence où on a commencé à nous parler du schéma L de Lacan. Et qui m'est apparu au départ comme vraiment l'énigme absolue. Enfin, c'est-à-dire que... bon, on n'avait pas forcément un prof de cours magistral très, très clair. Enfin, ça partait un peu dans tous les sens. Et en TD, c'était un peu pareil. Donc, il y avait ce schéma L au tableau et je comprenais rien. J'étais là, mais c'est quoi ça, le grand autre, le petit autre? Et pourquoi le grand autre, c'est le langage? Enfin, tout ça me paraissait d'une abstraction incroyable. Et en même temps, ça m'énervait de ne pas comprendre. Et puis, je trouvais qu'on m'expliquait mal. Donc, ça m'énervait beaucoup. Et je ne sais plus qui m'a dit, je pense que c'est en parlant avec d'autres camarades, mais quelqu'un avait dû découvrir le bouquin. Enfin, on s'est passé l'astuce. Et c'est une astuce que je donne encore aujourd'hui pour découvrir Lacan. On m'a dit, il faut que tu lises le livre de Alain Vanier qui s'appelle Lacan. C'est un petit livre, d'ailleurs il est là sur la table. Oui. Et là-dedans, bon, tu comprendras pas tout, mais ça va te mettre les choses quand même un peu... c'est bien dit, c'est bien... Et donc j'ai lu ça, et alors là, c'était... là ça a été une sacrée rencontre. Je sais pas, c'était tellement éclairant. Mais en fait, même d'un point de vue personnel, il y avait quelque chose ça m'a soulagée de lire, de découvrir ce début d'enseignement de Lacan m'a autant intéressée que soulagée. Donc finalement, une rencontre, c'est peut-être aussi Alain Vanier, mais pas en tant qu'enseignant, mais à travers ses livres. Comme premier, on va dire, commentateur, rapporteur de Lacan, qui ensuite m'a permis d'accéder à Lacan directement. Pas tout, hein, enfin... Je vais j'ai absolument pas la prétention de dire que quand je lis Lacan, pas du tout, mais... C'en est presque rassurant. Non, vraiment pas, mais absolument pas, mais avec moins de crainte d'aller quand même... d'avoir quand même quelques bases juste de termes... Se confronter au texte aussi. C'est ça, de pas être juste... En fait, même si bien sûr... plein de choses restent obscures, de pas que ce soit à chaque ligne, que tout soit obscur, quoi, qu'il y ait quand même des petites choses qu'on puisse attraper et qui puissent aider. Mais c'est, je dirais, oui, là, en fait, la rencontre, c'est Lacan, en fait. Ouais. J'avais des a priori, je connaissais pas du tout, mais c'est vrai que j'avais des a priori sur Lacan, de choses un peu... qu'on entend facilement, les jeux de mots, le langage, enfin voilà, on entend ça et ça paraît complètement effectivement abstrait, un peu même absurde, mais c'est vrai que d'avoir rencontré ne serait-ce que le réel, le symbolique, l'imaginaire, ce schéma L, l'objet petit a, enfin tous ces concepts, moi je sais pas comment dire, comme ça m'a permis de ça a été un point d'appui pour l'organisation de mon monde, déjà. Donc ça, c'est au niveau plutôt théorique, oui. Du coup, en lien avec les cours et les lectures. Oui. Parallèlement à ça, vous aviez aussi des stages, j'imagine, oui. Peut-être dès la licence 2, justement. Non, dès la licence 3, on a en tout, à Paris 7, c'est 3 stages, donc L3, M1, M2.
Le nombre d'heures augmente d'année en année, mais en revanche, la plupart d'entre nous, on faisait un stage de octobre à juin. Enfin, c'est-à-dire même si il y avait peu d'heures par semaine en L3, D'accord. on y allait quand même toutes les semaines pendant Presque toute quasiment l'année. toute l'année scolaire. Et puis, enfin, je comptais pas les heures, enfin, j'ai oublié ces histoires de calcul, mais moi j'ai l'impression d'avoir été quasiment aux mêmes heures en L3, M1, M2, donc c'était quand même 2 grandes plages horaires par semaine. Alors, où se passait votre premier stage ? Ah ben, c'était formidable. Je pense que c'est le seul stage, je dirais, qui m'a vraiment... et heureusement qu'il a été là, celui-là, parce que ça a été une sacrée rencontre aussi, et qui a été formidable. C'était au Club des Peupliers, dans le 13e arrondissement. Je ne sais pas exactement comment il est rattaché, mais c'est parce qu'il est à la fois en lien avec la SM13, donc l'association de santé mentale du 13e arrondissement. Mais il est hors les murs, il rend pas de compte à la SM13 en fait. Et donc c'est un club qui fonctionne un peu comme c'est de la psychothérapie institutionnelle, qui est vraiment sur des modèles théoriques et cliniques de Laborde, de Houry, donc avec vraiment cette idée de... bien sûr qu'il y a des soignants, bien sûr qu'il y a des soignés, mais on nous dit pas, on nous indique pas. Il y a pas des flèches qui indiquent. Il y a pas de blues. Il y a pas de. Tout est quand même. Je dirais que c'est un joyeux bordel, mais organisé. C'est-à-dire qu'il y a quand même un repère. Enfin, il y a une orientation théorique à cet endroit qui était que je trouvais en fait assez formidable, mais c'est vrai que la première fois que je suis allée, je crois que c'était l'année d'avant, donc c'était en L2 où je cherchais déjà le stage, et donc je les avais appelés et on m'avait invité à venir passer une après-midi pour voir un peu si j'étais plutôt à l'aise, comment je me sentais de venir, parce que c'est vrai qu'on est dans le bain direct là, parce que les usagers sont là, vont et viennent. C'est un lieu qui est complètement ouvert sur la cité. Et puis j'arrive, donc quand même je dis bonjour, mais je sais même plus si un des psys vient me voir, si peut-être quand même une psy vaguement, puis mais très vite on me lâche là-dedans. Et puis c'est un tout petit appart, enfin c'est pas très grand, mais il doit y avoir, je sais pas, 3 pièces, une cuisine, et donc je commence à parler avec les gens qui sont là, et puis effectivement je ne sais pas qui est qui, et à un moment je repère des personnes qui jouent au Scrabble, et donc je décide d'aller avec ces personnes, et je joue au Scrabble, et là je commence à parler avec une dame, et vraiment, elle m'explique toute la structure, puis en fait je commence à lui poser des questions, et vraiment, mais j'étais persuadée que j'avais trouvé la psy de la structure, et en fait pas du tout. Cette dame 2 mois avant était persuadée qu'on l'avait empoisonnée, ça je l'ai su après, on m'a expliqué, mais alors ça a été ça c'est une super rencontre, parce que même si j'avais déjà je pense pas avoir eu des très grands a priori sur la folie ou sur la psychose, mais quand même... c'est une rencontre. Voilà, déjà, c'est une rencontre, c'est une rencontre, on va dire, qui ne se passe effectivement pas comme prévu, qui n'est pas soumise aux clichés qu'on peut avoir. Alors, on va pas faire semblant, il y avait évidemment des personnes, quand je suis rentrée, je savais que c'était pas les psys, où on voit physiquement que... ces personnes sont atteintes, que la psychose, agit. Mais il y avait des personnes qui, étaient, comment dire, d'autres qu'avec ce terme un peu galvaudé, c'est des personnes normales, très normales. Et oui, c'est ça, c'est tout l'étonnement que ça peut créer à ce moment-là, le moment de surprise. C'est ça. Quand on découvre que c'est pas un soignant ou la psychologue, et c'est quelqu'un qui est hospitalisé ou qui est là en hôpital de jour. C'était un hôpital de jour ? Non, en fait, c'est même pas un hôpital de jour, c'est vraiment un lieu où c'est une association. Okay. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des groupes d'entraide mutuelle, mais là, c'est vraiment organisé, je crois, uniquement par les usagers.
de la psychiatrie. Là, on va dire que c'est l'avant-gemme, c'est-à-dire que la structure est tenue, elle est tenue par le côté associatif, où là, c'est que des usagers de la psychiatrie, c'est-à-dire que le président d'Asso est une personne qui a été soit hospitalisée, qui a rencontré la psychiatrie à un moment donné, trésorier aussi, quel est le 3e vice-président, bref, avec un conseil, voilà. Mais dans cette structure, les jours d'ouverture, il y a toujours 2 psychologues d'orientation analytique qui sont présents. D'accord. Et qui, d'une certaine manière, garantissent l'orientation théorico-analytique du lieu. Mais il n'y a pas... les personnes qui viennent ne sont pas obligées de venir. C'est pas, on n'est pas dans il n'y a pas de protocole de soins. C'est vraiment... elles viennent pour boire un café, pour discuter, pour faire un atelier peinture. D'ailleurs, les ateliers sont souvent organisés par des personnes extérieures, donc des vrais auteurs qui viennent faire un atelier d'écriture, des vrais peintres qui viennent faire un atelier de peinture. C'est pas un psy qui s'improvise, on va sortir de la gouache et on va faire... Non, c'est sérieux, quoi. Il y a aussi des personnes, des usagers du lieu qui peuvent avoir l'envie de monter un atelier et de le proposer aux autres. Et par contre, il y avait quand même des petites traditions, c'est-à-dire que moi, j'y allais le mercredi parce que j'avais choisi le mercredi parce que je savais qu'une fois par mois, il y avait un repas qui était organisé par le club. Enfin, le menu était décidé à l'avance. Ensuite, on allait faire les courses. Ensuite, on cuisinait. Puis voilà. Et ça, d'ailleurs, il y a une anecdote que je raconte souvent. Mais moi, pareil, j'avais trouvé ça très, très, très intéressant. Parce que la façon dont on m'avait présenté le lieu, c'était vraiment... il faut que toi, en tant que stagiaire, là, et surtout en tant que stagiaire, il faut que tu suives ton désir, ne fais pas les choses, va pas parler à telle personne parce que tu te dis qu'il faut que tu ailles parler à tout le monde, ne suis pas des règles imaginaires de quelle est la bonne conduite du stagiaire ou du psychologue, d'essayer déjà de prendre le temps d'observer, de voir... vers qui j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de proposer, si j'ai envie de rien proposer, de ne pas me forcer. Donc ça déjà, moi, j'avais trouvé ça c'est un beau premier stage. C'était formidable. Et donc il y a eu un fameux soir où il y avait... Donc moi, par exemple, j'aimais bien aller faire les courses avec quelques-uns qui étaient volontaires. Donc ça, je le faisais volontiers. Et puis une fois, un des usagers vient se plaindre. J'étais avec un psychologue de la structure... Et il vient se plaindre au psychologue en disant on a encore été faire les courses avec Emmanuel, c'est toujours nous qui allons faire les courses, les autres ils se bougent pas, il commence à montrer des gens qui viennent souvent et qui font rien parce que ils sont déposés sur leur siège. Comme on peut savoir que certaines personnes ne vont pas participer parce que aussi c'est structurel ou parce qu'ils en ont pas envie. Bref. Et on en a marre, et là, c'est encore toujours les mêmes qui préparent à manger, qui mettent la table. En gros, est-ce que vous pourriez dire, il dit au psy, on essaye de motiver les autres, mais ils ne se bougent pas, est-ce que vous pourriez dire aux autres, là, de nous aider? Et alors là, moi, je me souviens, moi, j'avais rien à dire, de toute façon, j'étais stagiaire, c'était bien pratique, je pouvais observer, et je me suis dit, waouh, comment on se dépasse... voilà, qu'est-ce qu'on répond à ça? Et le psy dit, écoutez, chez machin, non, je ne vais pas aller dire aux autres de faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Il dit, mais par contre, j'entends très bien vos récriminations. C'est vrai que c'est pas... je peux comprendre que vous soyez mécontent, que ce soit toujours les mêmes, mais d'une, on n'est pas obligé de faire des repas, et de deux, vous pouvez vous mettre en grève et ne pas faire de repas, et exprimer votre mécontentement par la grève. Il n'y a pas... Et je sais pas, il y avait tout un truc sur... Et ça, alors l'autre, déjà, ça l'avait un peu... il était là, non, moi j'ai envie de manger. Bon, oui, alors il va falloir faire avec la réalité que les autres font pas. Donc ça avait complètement dégonflé le truc. Puis après, on avait repris ça en réunion. J'étais revenue dessus parce que j'avais trouvé ça super, mais j'avais envie qu'il explique un peu plus théoriquement un peu et j'avais adoré ce qu'il avait dit. Il avait dit, en fait, ce lieu n'a pas de règles. Il n'y a pas de règles
propre à ce lieu. On n'est pas dans l'imaginaire de ici on fait comme ça, il y a des roulements, telle semaine ce serait tel groupe qui fait les cours. Non, ça n'existe pas. Ce lieu est soumis à la loi, comme tout lieu. Et après, chacun s'organise avec la même loi. Et la loi, c'est que quand on en a marre de faire quelque chose, on fait la grève ou on arrête de le faire. Enfin, et j'étais là, c'est vrai que c'est... C'est un beau premier stage quand même. C'était extraordinaire. Vous n'aviez pas choisi ce lieu pour rien, peut-être aussi. Peut-être, on me l'avait assez recommandé. Il y avait quelque chose. De toute façon, on avait l'obligation en L3 d'être dans un stage où on allait rencontrer la psychose. Ça, il fallait que ce soit, que ce soit à l'hôpital ou dans un lieu comme ça, et que ce soit enfant, ado ou adulte. Mais il fallait que ce soit quand même en lien avec la psychiatrie. Je pense que moi, j'avais un peu la trouille de me retrouver dans un stage, de ne pas savoir quoi choisir, me retrouver dans un lieu à errer, comme beaucoup en L3, se sont retrouvés à errer dans des couloirs d'hôpitaux quand ils étaient mal tombés. Et à pas savoir quoi faire de leur peau. Et alors, moi, comme je dis déjà, à ce moment-là, c'est pas que la clinique m'intéressait pas, attention, c'est que ça, je pense que ça me faisait me fichait un peu la trouille. Et je me disais, si je tombe en plus dans un endroit où je vais pas où je vais être vraiment démunie. Alors, d'autres diraient que ça les aurait peut-être plus démunis que d'être dans un couloir d'hôpital à un peu raser les murs. Mais moi, non, parce que j'avais des interlocuteurs, en fait. C'est ça aussi, c'est que ça a été une rencontre cette année-là avec les psys qui... les réunions étaient super, les psys étaient très intéressants. C'était un vrai lieu de transmission et où j'ai appris énormément. Oui, ça a dépoussiéré tout ce qui pouvait rester de préjugés. C'était un lieu. Alors, il y avait ce truc où des vacances étaient organisées chaque année. En fait, juste le lieu permettait aux usagers de s'organiser une semaine de vacances s'ils le souhaitaient. Mais en fait, aucun psy n'allait sur le lieu. Et donc, en fait, c'était vraiment des vacances organisées. Donc, juste le lieu permettait de faire les réunions, de booker les vols, le pays, l'hôtel, machin et tout. Et je disais, mais il n'y a pas de personne. Et moi, je voyais quand même les gens qui étaient là. Et je me disais, mais comment c'est même s'ils n'étaient pas hospitalisés à ce moment-là, quand même, il y avait des sacrés coucous, quoi. Ça me paraissait, mais complètement... Et en fait, ce qui était hyper intéressant, c'était comment ça fonctionnait dans le transfert, en fait, comment les gens étaient dans le transfert avec le lieu. Et en fait, c'était hyper intéressant de voir que chaque année, alors ça, je l'ai appris parce qu'on me l'a raconté, mais effectivement, quand les inscriptions pour le voyage, plein de gens s'inscrivent. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure qu'ils s'organisent, il y en a plein qui se désinscrivent. D'accord. Et en fait, ne partent que ceux où, au fond, ils savent que ça va pouvoir le faire. Et effectivement, ça le fait. Et une des psys me disait, par exemple, voilà, ma Chine, tous les ans, elle s'inscrit. Tous les ans. Et tous les ans, 3 jours avant, elle y va pas. Mais c'est son truc. Et j'étais là, mais c'est génial. Et alors, en plus, on m'a raconté aussi une fois que pendant un des voyages, donc ils arrivent, donc ils ont quand même, il y en a quand même un, je crois, mais c'est comme ils veulent, hein, ça, mais je crois qu'il y en a quand même un qui dit, on est bien arrivé, etc. Mais même pas, je sais même pas. Le fait est que quand ils sont rentrés, ils ont raconté comment s'étaient passées les vacances. Ils ont raconté que quand ils ont atterri, c'était en Grèce, donc ils étaient tous logés au même hôtel, hein, ça, voilà, puis après chacun fait ses trucs, mais il y en a un, en fait, à peine récupéré ses bagages, il s'est tiré et il a disparu. Et ils ne l'ont pas vu de la semaine, il n'était pas à l'hôtel, il ne sait pas ce qu'il a fabriqué, il s'est barré. Et donc ils ont raconté en rentrant que quand même... ils se demandaient s'ils allaient le retrouver. Mince, quand même, ils étaient un peu inquiets, comme ils pouvaient. Quand même, on n'a pas de nouvelles de machin et tout. Et il était là, à l'heure, au vol retour. Et on ne sait pas ce qu'il a fait. Mais il a fait son voyage et il était au retour. Donc, c'est ça aussi, mais c'est... Ouais, je sais pas. Ça, c'est possible. C'est possible, en fait. C'est la découverte de ça. Moi, je trouvais ça... formidable. Peut-être là la différence avec un stage à l'hôpital peut-être plus classique avec les blouses et les couloirs blancs, c'est qu'on sait ce qu'on doit faire. Oui, puis avec cette idée vraiment, il y a les malades et il y a les non-malades. Et comme une frontière un peu...
ouais. Qui peut être dérangeante aussi, parfois. Oui, puis parce que peut-être moi aussi, je me sentais pas une forme de légitimité à instaurer cette frontière en tant que stagiaire. Ça me paraissait complètement imaginaire, complètement basé sur rien, que sur un statut qu'il allait falloir incarner, mais que j'incarnais, que je me sens... Et en fait, peut-être que j'avais cette idée que ça fonctionnerait pas pour moi, en tout cas pas à ce moment-là, parce que j'avais quand même tenté de faire une école d'éduc, mais bien plus jeune. Et donc j'avais passé le concours pour rentrer. À 18 ans? À 20 ans. Et donc j'ai fait une première année dans l'école d'éduc, donc c'est 3 ans, mais oui. J'ai abandonné au bout d'1 an. Mais il y avait pareil, stage tous les ans, donc on avait un stage dès la première année. Et j'avais choisi un stage de réinsertion avec des personnes sans papier, à qui il fallait obtenir des papiers. Et je sais pas, là, alors c'est bête, mais il y avait un truc, alors là encore pire, où puis alors en plus, c'est pas du tout pour dénigrer le métier d'éducateur, mais il y avait quand même pas autant de pensée théorique sur les trucs, et vraiment, j'avais le sentiment qu'on me demandait d'incarner une sorte d'autorité éducative, alors que j'avais 20 ans face à des personnes migrantes quand on avait parfois 50 et qui me racontaient des parcours de vie mais complètement mais rocambolesques, des choses qui avaient des cicatrices de torture, des viols, et moi on me disait que limite j'étais un peu trop et en fait c'est là peut-être aussi que j'ai compris que c'était plus quelque chose, c'était autre chose, c'était une autre écoute que je voudrais avoir, mais j'avais pas encore les mots pour ça. Et donc voilà, donc ce premier stage, c'était formidable. Les 2 autres étaient sur le même non, registre? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, pas vraiment. Parce que beaucoup plus, je dirais, classique. Non, le deuxième était pas classique. Je vais pas citer le lieu, puis ni les personnes, mais je pensais trouver un peu la même chose qu'au Club des Peupliers, mais version enfant. Et j'ai pas du tout trouvé... la même ambiance. Alors déjà, absolument pas la même ambiance. Et je dirais, moi, ce que j'ai vécu comme quelque chose de l'ordre d'un truc très vertical et très pyramide. Où en fait, l'équipe, pour moi, était un peu les serviteurs de la directrice. Où j'avais le sentiment, en fait, que tout s'organisait, que la structure, en fait, c'était elle, la structure du lieu. Et en fait, les enfants traversaient les autres pour accéder à cette femme. Et je dirais que, par contre, ce stage m'a beaucoup appris sur moi, mon rapport à des personnes comme ça. À l'institution aussi. À l'institution et à comment faire avec quelqu'un qui, quand même, est au-dessus de nous et peut être sacrément humiliant devant les équipes, devant les enfants aussi. Et puis pas qu'avec moi, pour le coup, c'était assez... En fait, c'était presque... Je pensais y trouver la même chose que l'année d'avant, mais j'ai trouvé, en fait, comme si c'était un peu la même envie, mais avec un côté gourouifié. Moi, j'avais l'impression que c'était un gourou. Alors après, cliniquement, ça restait intéressant. Et je pense que, par ailleurs, cliniquement, c'est une femme qui a, à mon avis, un grand talent clinique. Mais voilà, c'était sa personne et nous, le reste, un peu pion. Là où avant, c'était vraiment le transfert se faisait vraiment sur le lieu et le savoir de ce lieu. Et évidemment qu'un des psys était quand même un peu plus calé que les autres, mais il n'avait pas du tout ce truc où ça écrasait tout le monde et où tous les usagers se seraient adressés qu'à lui. Pas du tout, absolument pas. J'ai absolument pas ressenti ça. Et le dernier stage alors ? Le dernier stage... plus classique, plus classique, non, pas tant que ça, parce que là, à l'hôpital, mais pas en psychiatrie, en réanimation nutritionnelle, donc un stage en somatique, mais avec une majorité de personnes souffrant d'anorexie. En rééducation ou réanimation ? Réanimation, alors c'est des gens qui ne sont pas dans le coma, mais parce que c'est des gens qui arrivent... dans des états somatiques qui souvent sont passés en réa d'ailleurs avant, et puis ensuite qui arrivent dans ce service et où c'est de la renutrition, mais c'est quand même avec je suis pas médecin, mais des constantes corporelles qui sont à un niveau tellement hors norme et faible que par exemple les personnes anorexiques qui étaient là n'avaient encore pas du tout le poids suffisant pour intégrer un service
psychiatriques dédiés à, je sais pas, comme il peut y en avoir, quoi, des services qui accueillent des anorexiques. Elles étaient encore en dessous. C'est-à-dire qu'il y a un seuil pour pouvoir... donc déjà, ce seuil-là, les personnes sont encore très très maigres, mais elles peuvent être quand même dans un service qui va se concentrer plutôt sur l'aspect psy. D'accord. Là, on était encore en deçà. On était vraiment sur... C'était une alimentation donc par sonde. C'est pas les patients même qui pouvaient manger. La plupart étaient sondés, oui. Oui. Oui, c'est pas du tout le même style de stage. Et comment ça s'est passé ? Bah, relativement bien. Mais bon, après... Alors... Il y a eu une rencontre là, par exemple ou c'était plus compliqué ? Moi, le problème... Je pense que mais ça, c'est peut-être aussi... peut-être dû à moi. C'est vrai que, par contre, la rencontre avec l'équipe, c'est ni bien passé, ni mal passé. En fait, c'est juste que j'ai pas beaucoup appris. J'y ai pas trouvé des choses forcément très intéressantes. La rencontre clinique, c'est... Si, en fait, ce qui était intéressant dans ce stage, c'était d'entendre vraiment les soignants être toujours sur des idées de... elles nous manipulent, elles font exprès. Un truc assez maltraitant, un peu persécuté quand même par les patients, avec l'idée quand même que ça les vise eux, et que, en gros, elles ne mangent pas pour les embêter, ou alors vraiment de s'attacher à des trucs, moi, qui me paraissaient, en fait... c'est intéressant quand même. Moi, ça me paraissait tellement, mais pas le sujet. Ouais, vraiment, je me souviens de réunions, oui, elle a bu 2 litres d'eau avant la pesée de ce matin. Bah oui. Et ce truc se répétait, en fait. En fait, c'est ça que je crois que la rencontre qui m'a le plus enseigné, c'était de voir à quel point ces phrases-là se répétaient. Réunion après réunion, dans les couloirs après couloirs. C'est-à-dire que comme s'il y avait vraiment un impossible à penser au-delà de ça ne répond pas comme il faudrait que ça réponde. Mm-hmm. Le but, on va dire, premier, était que les personnes reprennent du poids. Après, sur les rencontres cliniques, c'était quand même sacrément intéressant parce qu'il y avait des profils quand même, malgré le fait que la plupart étaient toutes quasiment anorexiques, ça se traduit, évidemment, parce que un sujet est irréductible à un autre, mais je voyais à quel point, il n'y avait pas de généralisable, c'était des histoires singulières et des façons surtout de comment l'anorexie venait traiter des choses et quel rapport aussi à l'anorexie entretenait chacun des sujets. Mais pour moi, oui, c'est pas aller assez loin, en fait, je pense, pour ce que je pouvais en apprendre. J'avais l'impression de me faire mes hypothèses un peu toute seule. Et bon, c'est bien en même temps M2 parce que ça permet de... Voilà, c'est vrai que c'est peut-être le moment. Mais oui, au fond... oui. Ouais. Mais du coup, vous vous êtes dit, je sais où je veux travailler par la suite ou... Pas du tout. Non, de toute façon, le Master 2, c'était une année un peu... non, c'était pas compliqué, mais c'était quand même l'année où voilà, c'est l'année d'au revoir à 5 ans d'apprentissage. Moi, j'ai un gros problème. C'est pas une année facile. Les changements, les deuils, les étapes, comme j'ai dit, moi, c'est toujours un peu long à la détente d'envisager que ça y est, c'est terminé. Alors, je voyais tout le monde avoir hyper hâte de postuler, de devenir psy et moi, mais pas du tout. En fait, à mesure que l'année avançait, et plus je me disais, mince, ça y est, j'ai un peu... j'ai calmé tout le monde pendant 5 ans. Personne ne se demandait ce que je fabriquais. J'étais là, je risque de... pas décevoir, mais de ne pas faire les choses comme... pas dans l'ordre, en tout cas. Parce que, voilà, je me sentais pas du tout, mais je me disais, mais là, mais si je savais pas si c'était une histoire de non-désir, de non-confiance, de non-légitimité, de me dire d'être encore trop peut-être dans ce truc où pour moi cette position de psy était de l'ordre d'un truc encore trop imaginaire, trop positionné comme je suis soignant dans une institution, va falloir... c'est bien. Il y avait un truc, ça me parlait pas.
J'arrivais pas à m'y résoudre. Et donc, je n'ai postulé à aucun poste. J'ai passé mon mémoire, j'ai obtenu mon diplôme de master de pro, donc j'étais contente, je me suis dit, voilà, ça c'est fait, il est là. Maintenant, je ne sais pas. Et donc, je suis un peu rentrée dans le flou pendant l'été, et vraiment, mais dans un truc, comment dire, presque capricieux, immature. Enfin, c'est-à-dire que je suis partie en voyage, je commençais à faire des photos, à me dire non mais en fait, moi j'ai envie de faire des photos, j'ai envie de faire de la vidéo, mais vraiment comme un truc de non, je voudrais échapper à ce que je viens de faire pendant 5 ans. Enfin, vraiment un truc... Ouais, un peu immature quand même, un peu fou là là. Et puis alors je commençais j'avais déjà commencé pendant mes études, toujours sous l'influence de mon amie psy, qui elle donc était psy depuis un moment. Qui s'appelle comment ? Elle s'appelle Marion. Et elle est devenue psy juste après ses études. Hein. Elle, tout était tracé. Elle est formidable d'ailleurs. Et pendant que moi, donc, j'étais encore en études, je me souviendrai toujours. On était dans un bar, on commence à parler et elle commence à me parler de son mascara. Et ça me paraît, mais complètement, mais je savais, c'est une nouvelle lubie que t'as, Marion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de recourbe-cils et de mascara ? Et elle me dit, lui, il y a un truc, je sais pas si tu connais, mais sur YouTube, il y a des tutos beauté, c'est incroyable. Et je suis là, mais de quoi tu me parles ? Enfin, non, Marion, je ne vois pas du tout. Et elle me dit, mais si, mais... Donc elle me dit, il y en a 2-3 que je suis. Donc là, on est quand même, il y a sacrément longtemps, on est en 2012, je pense, 2012-2013, donc ça n'a pas du tout... C'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Enfin, il y avait 3 Pékins qui faisaient des tutos beauté. Enfin, et non, il y en avait peut-être un peu plus. Mais elle a toujours eu ce truc. Et elle me parle de ça et elle commence un peu presque à avouer, à dire, en fait, je regarde ça. Et je sais pas ce qu'elle me dit. Alors, et Maline, elle dit de voir ces femmes se maquiller, ces autres femmes comme ça, me parler de leurs produits de beauté. Je sais pas, il y a un truc qui me fascine. Je dis, vas-y, envoie-moi 2-3 vidéos qui t'ont marqué. Et donc là, j'étais en licence 3, licence 2, peut-être. Enfin, c'est pas du tout au moment où je fais... Mais donc, j'ai commencé comme ça. Et donc, pendant mes études, en fait, je suis complètement rentrée dedans aussi parce que j'avais Marion avec qui en parler. Enfin, donc, on s'envoyait les vidéos, commentait. Parfois, même on se moquait. Parfois, on disait, oh là là, regarde comme elle est belle celle-là. Enfin, vraiment, c'était notre lieu de... Je sais pas, une sorte de soupape complètement futile, imaginaire, du semblant, de la mascarade, de tout, mais qui l'a attrapé elle d'abord et puis moi ensuite. Et je sais pas, donc oui, après le diplôme, donc ça fait déjà des années que maintenant je regarde ces vidéos, que je suis devenue complètement accro à ça. Et en regardant une vidéo d'une fille, je me dis, mais elle, voilà, mais un peu, mais vraiment la phrase, mais bateau, que tout le monde se dit, alors que c'est pas vrai, mais vraiment la phrase bateau, la plus banale, je la regarde et je me dis, voilà, elle a pas de problème, elle est là, elle reçoit des produits de beauté, elle se maquille et elle gagne sa vie comme ça. Si ça, c'est pas beau quand même, une espèce de... comme un truc hyper de la simplicité, en fait, je n'ai qu'à être une femme qui se maquille et voilà. Et alors, ça arrangerait tellement tous mes problèmes. Et je commence à me mettre en tête, mais vraiment d'abord très sérieusement, de me dire... J'ai envie... Ah tiens, si j'essayais de faire ça. Mais ça n'a pas tenu 2 vidéos. Mais quand même, pendant 2 vidéos, j'ai pas du tout envisagé de parler de psychanalyse. D'accord. C'est-à-dire que les 2 premières vidéos, c'est vraiment, je vais me maquiller, puis je vais parler des produits de beauté. Et en fait, en le faisant, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas parce que... Mais je sais pas, la rencontre avec l'objet est toujours manquée. Enfin, ça ne marche pas. Je vois bien que c'est purement de l'ordre du fantasme que que jamais, en fait, je vais faire ça, que ça va me... Je vois bien que ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne pas dans le sens où ça va être nul. Si je m'étais donné les moyens, peut-être ça serait devenu... Mais ça ne fonctionne pas pour moi. Oui. Ça ne fait pas du tout rencontre. Je me trouve ridicule. Enfin, c'est... Et en même temps, ça m'énerve que de me trouver ridicule. Je suis là, merde, non. Et donc, je me dis, il faut que je continue. Il faut que je trouve un moyen de me maquiller, mais que je puisse trouver une légitimité à me maquiller. Voilà, en fait, c'était...
Et je me suis dit, tu vas parler de psychanalyse parce que c'est quand même ce qui te passionne, ça, depuis maintenant des années. C'est la rencontre que tu as faite. Tu vas parler de psychanalyse à des gens sur YouTube et tu vas te maquiller en même temps. Et ça va être marrant, ça va être un truc... voilà. Mais je peux pas dire que... Je me suis pas levée un matin en me disant, tiens, je vais devenir une voix pour la psychanalyse. Non, je voulais me maquiller face caméra. Et la psychanalyse m'a permis ça. Ah d'accord, je ne savais pas du tout l'origine de... Ah, c'est vraiment, ça s'est passé comme ça. Je l'ai déjà... Et le titre alors ? Psychanalyse-toi la face, ça devient vraiment... je l'ai trouvé, parce que je regardais des vidéos qui s'appelaient les Get Ready With Me, donc en anglais, prépare-toi avec moi. Mm-hmm. Et donc, je me disais, prépare-toi avec moi, je sais pas comment ça sonnait... Psychanalyse, psychanalyse-toi la face. Enfin, je sais pas, c'est venu... Ça fonctionne bien. Voilà, c'est venu comme ça, mais c'est venu d'une traduction de « prépare-toi avec moi ». Et alors, ça a fonctionné tout de suite, ça, pour le coup ? Oui, enfin, pour moi, en tout cas. Oui. C'est-à-dire que ça n'a pas tout de suite... si, ça a fonctionné tout de suite, ouais. Dans le sens où, moi, ça m'a amusée. En fait, j'ai vu une possibilité de faire quelque chose. Au début, alors ça n'a pas duré non plus à travers les années, ça s'est un peu tari, ou ça s'est un peu transposé, mais au tout début, j'avais des idées en pagaille de vidéos, de concepts. Il y en avait toutes les semaines au départ. Ah oui, mais même 2 fois par semaine. J'étais en profusion d'idées. Et puis parce que je pense qu'il y avait aussi l'idée un peu de saturer, on se calme, mais de proposer beaucoup de contenu pour que les gens n'arrivent pas sur une chaîne vide. Parce qu'en fait, tout de suite, à ce moment-là, je me dis, mais si, en fait, ça fonctionne, c'est marrant, il y a un truc qui me plaît, il faut quand même faut que ce soit vu. Après, les gens aimeront ou pas, mais il faut que ce soit vu. Donc, j'ai quand même un peu, au tout début, fait un peu de... Ouais, j'ai fait un peu de communication, un peu rentre-dedans. J'allais sur tous les groupes de psycho de Facebook. Je balançais la vidéo. J'interpellais des youtubeuses beauté. Pas du tout des... J'ai jamais parlé à des vulgarisateurs sur YouTube. Non, moi, j'allais parler à des youtubeuses beauté en disant hey, « Qu'est-ce que tu penses de mes vidéos ?» Et en fait, les youtubeuses beauté parlaient de moi. Et alors ça, c'est drôle, ça. Mais ça, je trouvais ça génial parce que me dire que la promo se faisait par certaines youtubeuses beauté, mais ça, c'était formidable. Moi, j'avais pas envie à ce moment-là. Après, j'ai eu envie d'avoir un peu quand même la reconnaissance des pairs, des psys. Mais au début, c'était vraiment un truc de... Est-ce que je peux être une des vôtres ? Quand même, regardez, j'ai trouvé un moyen d'être une des vôtres. Et ça marche. Oui. Et il y a une certaine légitimité, effectivement, qui s'installe à partir de là. On vient vous chercher pour écrire un livre. Oui. Ça part quand même de ces vidéos. Hein, oui, bien sûr. Où vous vous attaquez à des concepts, à des livres aussi. Je pense là, comme ça, à Michel Onfray, ou une vidéo qui, moi, m'a marquée. Mais... parce qu'il fallait quand même le lire. C'est vrai, je ne l'ai pas lu en entier. J'ai lu les 200 premières pages, mais ça m'a suffi. C'est beau déjà. Mais j'avais regardé une émission entière avec Sophie Robert et d'autres. Et Sophie Robert, je pense que j'ai vu tous ses films. Ah oui. Ouais, et j'en ai fait des articles aussi à chaque fois derrière. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup suivi à un moment pour voir un peu ce qu'elle racontait, voir comment... Oui, puisqu'elle utilise justement la vidéo quand même aussi. Oui. C'est le film, mais... C'est ça. Puis parce que bon, ça a quand même été sacrément médiatisé à un moment donné. Mais la légitimité, elle s'est construite par étapes, en fait. Parce que c'est pas rien, je trouve, dans le domaine... Surtout dans le domaine de la psychanalyse, où peut-être que dans chacune des écoles, on raconte son analyse, il y a aussi parfois, dans certaines écoles plus lacaniennes, la passe, etc. Mais transmettre comme ça au grand public des concepts analytiques, des parties d'analyse, etc., c'est quand même très nouveau au moment où vous le faites. Oui, et je ne sais pas réellement si je m'en rends compte. Enfin, je me rends compte que ça n'est pas fait. Oui. Mais je ne me rends pas compte de la réception qui reste modeste, mais la réception quand même
que ça va avoir. Il y a de la transmission, évidemment, mais je pense qu'il y avait aussi une part de moi qui voulait me mettre en scène, qui voulait un peu expédier ce truc parce que comme j'ai fait un peu de théâtre avant aussi, et que j'avais un trac monumental à l'idée de monter sur scène, je pense qu'il y avait aussi quelque chose à régler de ce côté-là. Et ça m'amusait autant de me maquiller que de parler d'un concept, que de faire un montage parfois complètement artisanal, punk, n'importe comment, ou de faire des effets de machin, de laisser les gens un peu en plan à la fin des vidéos. Enfin, tout ça m'amusait beaucoup. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'était d'avoir... Bon, évidemment, ça me faisait forcément plaisir que des personnes viennent me dire « Ah, mais c'est intéressant, ça me fait penser à ça. » Puis quand j'ai étudié ça, puis ça m'a permis d'avoir telle note. Ou même des gens déjà dans le métier qui me disaient « Ah, super, est-ce qu'on peut se rencontrer pour faire telle conférence, je sais pas où, dans des institutions, dans des écoles de psychanalyse. » Donc tout ça... Il y a eu tout ce niveau-là. Et puis, il y avait aussi un autre niveau. Et ça, je crois que ça me faisait aussi fort plaisir. C'était des personnes qui disaient je comprends rien, mais j'écoute quand même. Et parce qu'on sent que ça vous anime pendant la vidéo. Et il y a beaucoup d'humour. Oui, à ce moment-là, en tout cas. Oui. Il y a vraiment l'idée... j'ai envie de faire le clown, quoi. Ouais. Qui, je pense pas, est mon... Enfin, je sais pas si c'est mon trait principal, parce que de toute façon, on peut pas faire le clown tout le temps, mais je pense qu'il y avait besoin, oui, de décharger ce clown quelque part pendant un temps donné. Il fallait que ça se soit fait quelque part. Il fallait que ça s'adresse à quelqu'un, quelque chose, à une plateforme. Après, en revanche, c'est vrai que quand ce clown était réclamé ou devenait trop artificiel, c'est bon. Ça fonctionne plus ça de la fonctionne même façon. Plus. Mais il y a eu un moment où, oui, j'avais vraiment cette volonté de faire rire ou de captiver quelque chose de l'auditoire, mais sans forcément que tout le monde comprenne, mais parce que aussi ça me rappelait l'idée de... Enfin, moi, j'ai des souvenirs quand même de lire Lacan, des fois, sur 3 pages, je ne comprends rien, mais je le lis quand même. Et de temps en temps, il y a une phrase, et je suis là, oh, tiens et, c'est formidable, c'est une espèce de truc comme ça. Alors, peut-être que j'ai voulu me prendre pour Lacan pendant un petit temps donné. Peut-être. Peut-être, hein. Il y a peut-être un truc comme ça. Et vous avez eu beaucoup de retours, alors de gens qui écoutaient, qui regardaient. Mais oui. Des choses plutôt positives, j'entends. Ouais, quand même, globalement. J'ai l'impression que vraiment, tout ce qui a été négatif, ça restait quand même minime. Et puis tellement à côté de la plaque, la plupart du temps, en plus, que... à part peut-être 1 ou 2 commentaires qui m'ont peut-être fait mal, parce que peut-être qu'ils touchaient des choses... peut-être un peu plus juste, sinon le reste du temps, non. Et sinon, beaucoup de choses positives, ça a permis beaucoup de rencontres, en fait. Ça a permis, tant sur le plan de la rencontre, juste, allons boire un café, parfois, à un moment, je faisais quand même... Bon, j'avais beaucoup de temps libre aussi pour faire ça. Parce qu'à ce moment-là, vous ne travailliez pas... Enfin, en tout cas, vous ne travailliez pas comme psychologue dans une structure. La première année, je travaille dans une boutique. C'est-à-dire que, voilà, il y avait vraiment un truc de... Il va falloir que que je trouve quand même un petit boulot. Après, il y a le chômage, puis après, il y a les bouquins. Après, il y a eu mes parents qui m'ont aussi un peu aidée. Tant que j'ai continué ça, voilà. Depuis, vous avez travaillé quelque part en tant que psychologue clinicienne dans une structure Toujours pas. Non, pour le moment, je me suis lancée en libéral, en revanche. D'accord. Depuis 2 ans et demi. Donc quand même, la pratique commence à être soutenue. En tant que plutôt psychologue ou psychanalyste Je dirais les deux. C'est toujours la question. C'est la question. Hein. Mais je dirais les deux, en fait. J'ai l'impression d'être... peut-être psychologue pour certains et psychanalyste pour d'autres. Ça dépend aussi un peu de la demande de départ. Après, de toute façon, quand je suis psychologue d'orientation analytique. Donc ça, de toute façon, je ne peux pas me le retirer. Donc ça commence à prendre du temps, ça, mine de rien. Et donc maintenant, on va dire le côté institutionnel est toujours du côté de la création de contenu, des articles, des podcasts. Mais vos vidéos se sont arrêtées maintenant. Oui, j'ai arrêté les vidéos à peu près au moment, avant que je prenne c'est pareil, c'est toujours marrant ça. C'est-à-dire que je me dis pas, je vais commencer le libéral, donc j'arrête les vidéos.
j'ai absolument pas cette idée-là à ce moment-là, mais j'arrive à un moment où ça y est, vraiment, je peux plus. Enfin, là, les vidéos... C'était un moment où il fallait que ça s'arrête. Il fallait que ça s'arrête. Et pareil, il y a 2-3 mois de flottement, qu'est-ce que... Et puis là, en fait, bon, il y a des raisons... Évidemment, je ne veux pas rentrer dans le détail, ça ne m'est pas apparu comme ça, j'ai pas... Mais oui, petit à petit, au cours de ces 3 mois de flottement, est apparue l'idée que, bah si, ça y est, il était temps de recevoir, en fait. J'avais suffisamment été sur le devant de la scène, j'avais épuisé ce côté-là qui... Ouais, je crois qu'il y avait quand même vraiment un truc où j'avais besoin de me mettre en scène. Ouais. Et je ne le voyais pas, en tout cas à ce moment-là, comme compatible avec le fait d'être en position de psy à côté. Pas avec ces vidéos-là, pas avec ce qu'elles représentaient pour moi, en fait, à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que... Ouais, je pense qu'un psy peut tout à fait faire des vidéos sur YouTube. Mais on va dire, de ce que représentaient les vidéos, ça ne marchait pas pour moi en étant... Enfin, dans la pratique psy à côté. Oui, là, il y a d'autres choses qui se sont engagées, on le disait tout à l'heure, oui. Le podcast, ça tourne parce par que rond, voilà, par je exemple. continue d'être médiatisée, on va dire, mais c'est vrai que je l'aborde pas de la même manière que les vidéos. C'est quand même si je raconte quand même des choses encore personnelles, mais en fait, c'est pas que c'est pas pareil, c'est que ça a plus la même... Ça n'a pas la même... Oui, c'est pas la même valeur, c'est pas la même chose. Ça représente pas la même chose. Oui, et notamment parce que vous n'êtes pas toute seule dans le podcast, j'ai l'impression. Oui. Et puis, répondre à des auditeurs, il y a quand même des questions aussi qui s'adressent à vous. Il y a un autre jeu ou enjeu, je ne sais pas. Là, oui, il y a vraiment de l'adresse, quoi. Oui. Il y en avait aussi à l'époque de YouTube, mais je n'en faisais pas, enfin, je répondais pas. Oui. Mais par contre, ça, c'est vrai que je dirais, ça, c'est quelque chose qui fait quand même continuité entre les vidéos et la chronique écrite et les podcasts. C'est que j'ai l'impression quand même que Mardi Noir, donc, qui est mon personnage médiatique, est une possibilité d'adresse pour la psychose quand même. Et ça, j'aime bien l'idée. Un peu comme un répondeur, qui ne répond pas forcément d'ailleurs, mais voilà, je continue de recevoir de très longs mails où on m'explique des choses de long en large et en travers. Et c'est bien que ça puisse s'adresser quelque part. C'est ça qui est chouette dans votre podcast. Il y a une boîte de réception. Complètement. Voilà. Et il est noté que tout est lu, quelque chose comme ça. C'est ça, tout n'est pas répondu. Je ne réponds pas forcément, mais je lis tout. Et si je réponds pas, c'est pas parce que je veux pas répondre, c'est parce qu'en fait, il y a pas forcément, ça n'appelle pas forcément, selon moi, une réponse. C'est le fait de l'avoir déjà adressé, de l'avoir écrit puis adressé. C'est déjà quelque chose. Oui, avec des questions en plus. J'en avais noté quelques-unes, justement. La psychanalyse est-elle trop vieille pour répondre à nos questions aujourd'hui ? Le genre de votre psy importe-t-il ? Faut-il vraiment faire tester ses enfants par des psys ? C'est des exemples qui, moi, m'ont parlé. Et moi, j'ai une question pour vous, alors. Quel est cet enjeu de transmission à travers les podcasts, les livres, etc., les vidéos ? Quel est l'enjeu de transmission de la clinique aujourd'hui, pour vous ? Pourquoi il y aurait un enjeu ? Ou est-ce qu'il y a même un enjeu de transmission aujourd'hui ? C'est-à-dire, oui, il y a toujours les livres, on peut toujours aller lire Lacan, etc. Mais... Il faut quand même avoir... Il faut y aller, Donc, est-ce que les podcasts, les vidéos sont des enjeux de transmission pour la psychanalyse aujourd'hui ? Je pense quand même que ça, en tout cas, il y a eu indéniablement transmission de la psychanalyse à travers d'abord les vidéos, puis ensuite ce qui a donné lieu soit aux livres, soit maintenant au podcast et articles. Moi, il y a ce qui me tient à cœur, c'est pas d'apprendre des choses aux gens. En effet, je pense que chacun peut apprendre des choses de plein de manières différentes. Il n'y a pas besoin de moi, je pense, pour apprendre des choses. En revanche, selon je pense que je participe au fait que la psychanalyse reste dans le
dans le champ public, dans le champ médiatique, comme une réponse décalée à toute la difficulté, à toute la douleur d'exister d'aujourd'hui. Et ça m'importe que ça existe dans le public, enfin dans le champ médiatique, c'est-à-dire que ça soit pas juste cantonné à des écoles, que ça soit pas... Alors après, c'est ça en fait, parce que l'idée, moi, c'est pas forcément que les gens comprennent tout des concepts et des machins, parce que déjà ce serait pas possible. Déjà d'une part parce que je les comprends pas parfaitement moi-même, donc je vais pas avoir la prétention de dire voilà exactement ce que c'est. Je suis aussi, même quand j'écris les podcasts, parfois je sais plus quand, je crois que c'était un podcast sur sur l'angoisse. Exactement. Oui. On en avait parlé au téléphone. Oui. Sur jouissance, angoisse, désir, ou plutôt désir, angoisse, jouissance, avec l'angoisse au milieu et avec voilà, la jouissance qui se déverse, et puis en haut de la rivière, ce serait le désir, enfin une espèce de... Mais alors ça, moi, c'était en fait, en écrivant cet épisode, mais je m'éclairais moi-même, enfin, c'est-à-dire que allez, j'étais là, mais ça y est, mais je crois que j'ai pigé quelque chose, peut-être que c'est pas ça d'ailleurs, mais faudrait... Mais en tout cas, quelque chose... Donc déjà, moi, ça continue de me faire travailler, donc travailler au sens... de lire, d'apprendre, de ne pas être du coup sûr de mes acquis, parce que quand je relis des textes que j'ai lus il y a 5-6 ans, je suis là, en fait j'avais tout oublié, c'est bien de les relire. Et puis, surtout en fait de faire exister le champ psychanalytique, dans le sens de... aujourd'hui, on veut donner des réponses à tout, on veut donner des protocoles de soins à tout le monde, on veut guérir, en fait. Mais ça, c'est peut-être même hier, pas forcément qu'aujourd'hui, mais en tout cas, il y a effectivement l'idée de supprimer les symptômes, de guérir, d'aller bien, c'est le bien-être, c'est la santé mentale, c'est voilà, tous ces trucs-là. C'est le grain de folie, mais il faudrait quand même que ça reste qu'un grain, parce que quand même, si c'est trop, qu'est-ce qu'on va en faire ? Il faut se réadapter, il faut pouvoir... Enfin, il y a même presque un truc un peu, un discours contemporain il faudrait que chacun puisse, au fond, avoir un travail, servir à quelque chose dans la société, et être normal et bien se comporter. Bon, ce que j'essaye de transmettre, en tout cas, c'est que non pas l'inverse, non pas faites n'importe quoi, juste d'entendre qu'il y a des singularités, qu'il y a des parcours, que la grande folie, oui, ça existe, et que pour autant, c'est pas forcément complètement hors du champ. C'est-à-dire, à force aussi de dire que tout le monde est malade, ça, pour moi, on en oublie que des gens sont, en fait, vraiment à des niveaux de détresse, quand même, psychologique, psychique, très importants. Voilà, même... voilà, toute cette ambiance, à un moment, un peu moins, là j'ai l'impression sur les réseaux sociaux, mais il y a 2-3 ans vraiment, mais s'il n'y avait pas quelqu'un qui n'écrivait pas autiste dans sa bio Twitter, j'ai jamais vu autant d'autistes qui se proclamaient autistes. Alors pourquoi pas, peut-être, et ça peut faire fonction de quelque chose, mais à un moment donné... pour avoir travaillé avec des enfants autistes pendant plusieurs années, quand j'étais animatrice, déjà, ils n'ont pas de profil Twitter et ils ne sont pas en mesure d'écrire autiste. Et je trouve que, non pas que ça masque ce que c'est, mais c'est comme si on voulait un peu trop diluer les choses, embrouiller, voilà, c'est comme... on a peur, il y a des diagnostics, c'est vrai, qui font peur, quoi. Psychose maniaco-dépressive, c'est vrai que c'est moins vague que bipolaire. Bipolaire, d'une certaine manière, tout le monde peut dire « je suis un peu bipolaire » parce que parfois je suis triste dans la journée, puis après je vais rigoler « oh je suis un peu bipolaire ». Oui, voilà. Alors que dire j'ai une psychose, je suis psychotique maniaco-dépressif, ça se dit moins quand même dans le... Mais oui. Ah bah oui, parce que... Et en même Et pour moi, c'est important de bien nommer les choses. Bipolaire, et on peut aller dans le DSM, il y a des signes, alors est-ce que je coche ou pas ? Oui, voilà. C'est quand même une autre démarche déjà aussi. Oui, puis en plus, c'est vraiment la démarche de cocher
Ça, c'est vraiment... ça va pas du tout, cette histoire. On dirait vraiment de l'astrologie. Enfin, il y a quelque chose où... je pense même qu'on peut lire les signes, et je pense que même avec mais vraiment la bonne foi, la sincérité, je pense qu'on peut se dire, bah oui, ça c'est moi, alors que même pas. Enfin, c'est-à-dire on veut tellement que ça corresponde que... Je dis ça parce qu'il y a un épisode de Transfert, d'ailleurs, sur Slate qui est sorti hier, qui était très intéressant, pas rentrer dans le détail, mais à un moment, donc, la femme qui témoigne dit qu'elle pense avoir un problème peut-être génital, parce qu'il y a une masturbation compulsive qui arrive dès l'enfance et jusqu'à l'âge adulte. Et à un moment, elle entend parler d'un trouble génital comme quelque chose qui, en fait, des gens qui ont peut-être une malformation au niveau du clitoris, et ça fait que ça arrive et ça excite les gens, ce qui doit d'ailleurs exister. Et elle lit la liste, ça elle ne le dit pas, je m'excuse si c'est un peu interprétation sauvage, mais elle lit la liste et elle voit un moment, elle le raconte, et en fait on entend que c'est en toute bonne foi. Elle dit je correspondais à tous les critères, et là elle commence à énoncer des critères, et notamment un critère qui était ça arrive de façon arbitraire, alors que ça a fait 40 minutes qu'elle nous explique que ça n'arrive absolument pas de façon arbitraire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que pendant 40 minutes, moi, à l'entendre, j'entends qu'il y a vraiment des moments, des précis, en plus. C'est quand même assez précis de quand ça lui arrive. Et là, d'un coup, elle voit le mot arbitraire et ça correspond. Et c'est pas du tout pour dire... mais c'est intéressant. Et d'ailleurs, ensuite, c'est là où on voit d'ailleurs qu'elle est complètement de bonne foi. Elle fait tout un parcours, la pauvre. Et elle finit par tomber sur une urologue à qui elle raconte tout ça. Et l'urologue lui dit, non, vous, c'est pas arbitraire. D'ailleurs, je me suis dit, l'urologue est à un moment analytique à ce moment-là. Elle entend bien que c'est pas arbitraire, justement, et que c'est pas juste une malformation clitoridienne qui pourrait expliquer que, ça arrive, il y a une excitation, voilà. Non, là, c'est... Et du coup, rien que ça, ce petit exemple, je me suis dit, c'est formidable, en fait, Et en même temps, j'ai l'impression qu'on se saisit des mots qui sont disponibles aujourd'hui. Et le DSM fournit des mots comme ça, au-delà de pouvoir le penser. Mais bien sûr, quand je dis ça, c'est juste pour donner l'exemple, et que ça nous arrive à tous. C'est-à-dire, je pense aussi à toutes les jeunes femmes dont j'ai fait partie... qui de la génération qui sont nées dans les années 80, dans les années 2000, 2005, se sont pas un jour dit est-ce que je sors pas avec un pervers narcissique ? Enfin, je dis pas, il y a peut-être des personnes extrêmement au-dessus de la mêlée qui n'ont pas fait cette recherche, mais moi, bien sûr que je regardais évidemment, tous les mecs de l'époque cocher toutes les cases. C'est encore un mot qu'on entend beaucoup. Bien, c'est resté. C'est resté, mais on va dire qu'il y a eu d'autres façons quand même, il y a eu plus de contenu, il y a une façon de le penser peut-être un peu plus intéressante, même parmi les... Voilà, mais à l'époque, c'était vraiment repérons le pervers, quoi. Enfin, il fallait repérer si notre mec n'était pas un pervers narcissique. Quand c'est arrivé, c'était vraiment la réponse. Enfin, moi, je me souviens que j'en avais parlé à mon premier psy. J'avais dit, mais je me demande si machin, en fait, il n'est pas pervers narcissique. Et c'est pour ça que je suis malheureuse, et voilà. Et ça donne du sens, parfois. Oui, mais bon, une fois qu'on a dit oui, voilà. Et alors, vous le quittez ? Non, oui, donc il va falloir peut-être s'atteler un peu plus à qu'est-ce qui fait que je reste. Ça ne concerne peut-être pas que lui, du coup. C'est ça qui est intéressant. C'est la rencontre, quoi. Exactement. Qu'est-ce qui est les rencontres. Et j'ai l'impression que dans ces podcasts-là, il y a, mine de rien, il y a des rencontres, d'une certaine manière, par le fait qu'on vous adresse des courriers, des mails. Et que ça continue. Parce que c'est vrai que je me suis dit à un moment, peut-être qu'ils vont arrêter d'écrire, ils vont se dire, non, elle répond, c'est pas bien, on n'est pas content, on arrête. Non, les mails continuent. C'est chouette. Et oui, et je suis contente d'être quand même étonnée. Enfin, c'est-à-dire, ça me... Après, ça c'est peut-être aussi... Sur ces endroits-là, en tout cas sur la transmission, sur le savoir... J'ai toujours un truc de qui-vive, en fait. C'est toujours un peu... c'est encore là. Donc on peut encore on le fait encore. Voilà.
c'est pas installé Oui. pour moi. Et donc, c'est effectivement un effort et un peu comme la pratique de psy, hein, d'ailleurs, c'est toujours à la semaine prochaine, quoi. C'est vraiment qui dit que la personne va venir la semaine prochaine. Enfin, n'en sait rien. Mais il y a ce pari, voilà. C'est un pari. Et ça, c'est chouette. Eh ben, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous, avec moi. Merci à vous. Et d'avoir transmis quelque chose de votre parcours quand même. Aussi. J'espère. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation avec ce podcast et pour la suite. Au revoir. Au revoir. Merci encore à Emmanuel Laurent d'avoir consenti à partager ce qu'il est possible d'entendre au-delà du personnage public de Mardi Noir et d'avoir fait le pari de s'adresser au grand public sans faire de la vulgarisation. Parce que ce que l'on ne comprend pas a peut-être beaucoup plus de valeur que ce que l'on pense savoir, comprendre et maîtriser. Une clinique éthique est toujours possible de nos jours, il s'agit de partir de ce qui anime le clinicien. Voilà ce que j'entends d'Emmanuel Laurent. Médiatisation, podcast, réseaux sociaux ou pas, l'essentiel reste dans la possibilité qu'une adresse soit encore envisageable aujourd'hui. Histoire de psy, ça vous a plu ? Suivez-nous sur Instagram à histoire.2.psy.